Oui, 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 nous allons faire des stéréos. Ça va être... Merci pour ton ordinateur déjà, tu nous sauves. Et donc, on va faire un petit voyage à travers, cette fois-ci, l'histoire de France, alors qu'avant on avait fait la géographie. Alors, c'est une histoire évidemment très subjective que je vais vous raconter, puisque ce sera à travers le goulot d'une bouteille. Donc, ça va déformer l'histoire, parce que je vais essayer de mettre en avant des anecdotes qui ont trait au vin. Mais d'abord, le vin vient de très loin, puisque voici à Santorin, dans les îles Cyclades au sud de la Grèce, parmi les vignobles qu'on peut appeler les plus anciens du monde, parce que ces vignes ont été plantées par la civilisation minoenne du roi Minos, 2000 ans avant Jésus-Christ. La vigne avait commencé bien avant, c'était quelque chose de sauvage, qui a été domestiqué dans le croissant fertile, dans maintenant Irak, etc. Et ensuite a commencé à rayonner à travers la Méditerranée. À Santorin, si jamais vous y allez, ce vigneron s'appelle Paris Sigalas, il parle un merveilleux français. Donc, allez chez lui. Et ces vignes sont très anciennes, puisqu'elles sont reproduites par clonage depuis 3000 ans, depuis le temps de cette civilisation. Repiquées, 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 ce sont donc vraiment des vignes, on peut dire, qui ont 3000 ans. Enfin, le cep lui-même n'a que, sans doute là, que quelques décennies. Les jarres de cette civilisation minoenne, donc toujours, c'est aussi des jarres de vin qui ont été découvertes dans la cité enfouie de Akrotiri, qui est le Pompéi, si vous voulez, de Santorin, qui a été totalement recouvert de cendres par une éruption donc en 1600 avant Jésus-Christ. Et ces jarres portent des inscriptions qui montrent déjà qu'il y a des différents cépages, des différents millésimes. Déjà, la vinification a atteint un grand degré de sophistication. Et, je trouve là, le bon doigté. Et ensuite, on a retrouvé des amphores à travers toute la Méditerranée, parce que, bien sûr, ce vin circulait partout. Après la chute de l'Empire minoen, ce sont les Phéniciens et les Grecs qui ont repris le rayonnement de la vigne à travers la Méditerranée, y compris en France, où ils ont débarqué, bien sûr, à Marseille, à peu près en 600 avant Jésus-Christ, et les premières vignes françaises ont été plantées autour de Marseille et le long du littoral méditerranéen, c'est-à-dire ce qu'on va appeler sous l'Empire romain la Narbonnaise, la province narbonnaise, la province de Méditerranée. Encore que je trouve... Voilà. Je fais un petit crochet par Pompéi. Parce que si vous y êtes déjà allé, vous avez peut-être vu les vignes. Si vous n'avez pas encore vu les vignes, retournez-y. Retournez-y parce que c'est nouveau. Depuis à peu près 1995, on est en train de replanter à l'identique les cèpes là où ils étaient dans les jardins des riches pompéiens. Parce que, en fait, les cendres qui ont enseveli Pompéi ont recouvert, bien sûr, les maisons, mais aussi tous les jardins, tous les vergers. Et vous savez qu'on a fait des moulages, des corps dans les cendres de Pompéi, mais on a également moulé tout ce qui était arbres, racines. Ce qui fait qu'on a la trace de chaque racine de vigne et du piquet qui allait avec. Et l'idée a germé chez les archéologues de Pompéi de replanter les jardins de Pompéi avec des vignes. Et ils ont confié ça à un grand vigneron spécialiste des vieux cépages antiques, la société Mastro Berardino, et ils font du vin. Bon, c'est une autre histoire, c'est une parenthèse, je vais la refermer, mais quand même, avant de la refermer, petit passage par les bars à vin de Pompéi. Pompéi, il y avait quand même à peu près 20 000 personnes, hein, et on a dénombré 200 bars à vin. Les Romains buvaient beaucoup et buvaient bien, et il y avait comme ça des comptoirs magnifiques en mosaïque de toutes sortes de pierres, et les grandes jarres. Alors il y avait du vin chaud l'hiver, et puis il y avait du vin rafraîchi à la glace l'été. Un vin que les Romains coupaient avec donc des épices et avec de l'eau. C'était leur façon de boire le vin. Le vin est très important, pas seulement parce que c'est un alcool pour s'enivrer ou quoi que ce soit. C'est important parce que au moins c'est salubre.
c'est pas corrompu, alors que l'eau, finalement, elle peut avoir des amibes, etc., sauf si vous avez une source quelque part dans une montagne, mais sinon, l'eau n'est pas vraiment potable. Donc c'est bien de la couper avec le vin, parce que c'est un antiseptique qui va effectivement tuer les bactéries. Donc le vin avait une très très grande importance, c'était pas seulement un petit plaisir, mais ça avait également des vertus, on va dire, médicinales. Bon, celle-là, je l'ai finalement trouvée, j'avais vu dans un bouquin, je l'ai trouvée, en fait, c'est à Herculanum. Et à Herculanum, vous avez une taverne, et vous avez une fresque au mur qui vous donne les vins qui sont servis, c'est la carte des vins avec les prix. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, vous connaissez bien sûr le cours du sesterce, et vous voyez que vous avez des carafes à 3 as, 4 as avec une faute de latin, vous voyez, 3 bâtons au lieu d'un bâton et un V, on leur pardonnera. Et puis une petite piquette à 2 as sur la droite que vous ne voulez surtout pas. 4 as, ça fait quand même un sesterce. Hein. Vous connaissez la valeur des 1 sesterce, il faut quand même le débourser. Bon, mais ça, voilà, simplement pour vous montrer que dans l'Empire romain, d'ailleurs Pline l'Ancien a écrit dans son histoire naturelle 80 et quelques cépages différents. Donc, et il dit, il y en avait encore, et il dit dans son histoire universelle, et il y en a encore des dizaines et des dizaines que je ne décris pas. La Gaule, nous y voilà enfin. Nous y voilà, alors vous avez reconnu où vous êtes, bien sûr. Vous êtes en plein massif central, vous êtes près de Clermont-Ferrand, et il s'agit de la colline de Coran. Il faut la connaître, et elle a l'avantage, cette colline, d'avoir abrité un oppidum, une place forte gauloise, du temps d'ailleurs, du temps de César, un peu avant. Tout en haut, on était en train de faire des fouilles archéologiques, et on a trouvé toutes sortes de niveaux, les niveaux gallo-romains, ensuite les niveaux romains, ensuite des niveaux plus gaulois au-dessus. C'était d'ailleurs, cette place de Coran devait être un des plus grands villages gaulois de l'époque, et c'est là où on pense qu'est né Vercingétorix. En fait, à cette époque, on ne laissait pas les Gaulois planter des vignes, pour la bonne raison que l'Empire romain, pour eux, c'était un monopole, le vin. Le vin a une très très grande puissance économique. Donc en particulier, à cette époque-là, Cicéron, d'abord Cicéron a dit que les Gaulois sont de véritables ivrognes, parce que justement, ils ne coupent pas le vin avec de l'eau. Eux, ils boivent le vin cul sec. Donc c'est carrément des barbares, parce qu'aucun Romain bien élevé ne ferait ça. Il coupe son vin avec de l'eau, voire de l'eau de mer aussi, parce que l'eau de mer a des vertus symboliques de pureté. Et je voulais vous faire une citation de Cicéron. Justement, Cicéron dit que afin de hausser la valeur de nos vins, des vins romains, et de nos olives, nous ne souffrons pas que les peuples d'au-delà des Alpes, c'est nous, fassent des plantes de vignes et d'oliviers. Voilà ce que dit Cicéron dans De Republica, genre les Gaulois, hein, interdit. On vous vend du vin, ok, vous achetez, mais vous ne produisez pas. Donc là, à Coran, à cette époque, à l'époque de Vercingétorix, vous avez plein d'amphores. D'ailleurs, c'était sans doute l'une des plus belles caves de la Gaule, puisque là on est en 80 avant Jésus-Christ approximativement, c'est la date de naissance de Vercingétorix, et on a trouvé tellement d'amphores écrasés dans une cave qui était la grande taverne de la place principale, ça correspond à peu près à 3000 de nos bouteilles. Donc c'était vraiment une fort belle cave. Il en restait là, c'est pas grand-chose. Ça, ce sont vraiment les amphores de l'époque, que l'on retrouve là-haut sur le plateau. Et c'est donc toujours du vin d'importation. C'est toujours les Romains qui alimentent la Gaule. Les Gaulois n'ont pas le droit de cultiver des vignes. Enfin, ils avaient fait ça au début, hein, sur la côte méditerranéenne, mais on les avait un peu stoppés, puisqu'il fallait que ce soit le vin romain qui soit distribué. Alors César, pourquoi est-ce qu'il a envahi la Gaule? Bon, il y a toutes sortes de raisons historiques,
les Romains faisaient déjà un marché lucratif en Gaule, ils avaient leur comptoir, ils s'étaient bien installés. Mais en fait, quand la guerre s'est déclarée contre les tribus celtes, les Arvernes, en France, certains historiens disent que en fait, ça permettait à l'Empire romain de bien verrouiller les axes principaux du commerce du vin en Europe. C'était très important pour eux de bien contrôler la Gaule, parce qu'on faisait circuler évidemment tout le commerce vers le nord à travers ces grands axes qui étaient le Rhône en particulier. Et donc pour l'Empire romain, c'était important de conquérir la Gaule. Bien sûr, ensuite, il y a toutes les autres raisons historiques, des assassinats de Romains sur place en Gaule qui ont motivé, qui ont été l'étincelle, qui ont permis à César de justifier sa conquête. Donc, bon, il envahit la Gaule. Bon, ensuite, l'histoire, vous la connaissez. Vercingétorix donc, se dresse contre lui. Hop là. Voici un peu tout ça, vous n'avez pas besoin de retenir ce qui se passe. Mais bon, finalement, comme vous connaissez l'histoire, il est officiellement vaincu et donc il doit rendre les armes de façon assez brutale. De toute façon, il se fera égorger en prison. Donc le pauvre Vercingétorix n'a pas vécu très vieux. Et il n'aura pas pu boire cet excellent vin de Coran. Alors Coran fait encore un très bon vin. Le lieu de naissance de Vercingétorix, il fait un rosé, qui est un grand cru d'Auvergne. Voilà, donc si jamais vous allez à Coran, allez visiter les fouilles et buvez le petit vin rosé d'Auvergne. Pourquoi le Beaujolais? Parce que dans sa conquête de la Gaule, pour remercier ses officiers, ce qui se faisait couramment dans les armées romaines, c'est qu'on leur donnait des terres qui étaient conquises. À fur et à mesure, quand la bataille était gagnée, bien sûr, quand tout était terminé, on disait, par exemple, à Brullius, je te donne cette colline où tu pourras planter des vignes. Brullius, si ça vous dit quelque chose, c'est Brouilly. Brouilly, un grand cru du Beaujolais, un cru du Beaujolais, est nommé, et Juliena. Juliena est nommée d'après Jules César. Et vous avez Romanèche-Torin, là où il y a moulin avant, Romanesca, la romaine. Donc, vous retrouvez dans le nom de beaucoup de vins le passage des armées romaines. Alors, après les Romains, voilà, Brouilly, de l'officier Brullius. Bon, finalement, on va devoir autoriser les Gaulois à planter de la vigne. D'abord, c'est interdit jusqu'à à peu près 200 après Jésus-Christ, et enfin, l'embargo est levé, et les Gaulois vont pouvoir planter leurs propres vignes, et les vignes vont rayonner partout, au 2e, 3e, enfin plutôt 3e et 4e siècle, vont gagner le Bordelais, vont gagner la Bourgogne, vont gagner la Loire. C'est donc au 3e, 4e siècle que vous avez ce rayonnement, finalement, cette implantation d'un vignoble, maintenant qu'on peut appeler français. Et d'ailleurs, on a, ça c'est une reconstitution bien sûr, avec les amphores, un bas-relief et une vraie serpe de l'époque. Donc voilà, maintenant la viticulture est lancée. Les monarchies françaises, avec Clovis, puis avec les Francs, se met en place, où nous avons en particulier un roi que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Childebert II, hein, je suis sûr que ça vous parle. Childebert II avait des vignobles en Alsace, et en fait il y a eu un petit problème avec l'amant de la gouvernante qui essayait de le renverser, et donc il s'est aperçu de ça, et donc il s'appelait Droctulf. C'est l'amant de la gouvernante. Alors Droctulf fut condamné aux travaux forcés dans le vignoble royal, non sans avoir eu au préalable les oreilles coupées. Donc, hein, si vous voulez essayer de renverser Childebert II, réfléchissez à 2 fois. Alors, ça va être le petit-fils de Childebert II. C'est un... Ah ben ça, c'est le... Voilà, ça, c'est ce très beau vignoble d'Alsace qui appartenait à Childebert II, à Marlenheim.
C'est un grand cru d'Alsace. Il fait un superbe vin. Il y a du Gewürztraminer, du Pinot Noir. Et ça, c'est Bei der Kapelle, pour les Allemands, n'est-ce pas? Près de la chapelle, c'est la meilleure petite parcelle, le meilleur cru de Marlenheim. Donc ça appartenait à Childebert II. Ensuite, c'est Dagobert qui l'a récupéré. Dagobert, voilà, Dagobert que vous reconnaissez. Dagobert s'est distingué en particulier parce qu'il a fait don de ce très bon cru. Il a fait don de ce cru à un couvent, le couvent de Haslach, en l'an de grâce 613, à l'âge de 11 ans. On faisait carrière tôt à cette époque-là. À 11 ans, il montait déjà à cheval, il maniait déjà l'épée, et il faisait déjà de très très bonnes décisions en confiant aux moines les tenues des vignobles. Et vous allez voir que ça va s'accentuer dans l'histoire. C'est les moines qui vont, avec leur savoir, avec leur expérimentation, vont pouvoir faire fructifier le vignoble. Une légende également dit que Dagobert a fait installer un aqueduc qui allait à Strasbourg avec du vin rouge et du vin blanc dans chaque tuyau. C'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Charlemagne. Alors là, Charlemagne est très très lié au vignoble français. D'une part, il est lié à une colline, la colline de Corton, dont j'ai parlé déjà mardi soir, en Bourgogne, qui est un grand cru de la Bourgogne. Et à Corton, ça appartenait, alors il y a plusieurs versions parce que l'histoire est un peu floue. L'une des légendes dit que Charlemagne, en passant par là sur son cheval, vous imaginez la scène, a noté que la neige fondait plus vite sur cette colline que sur les autres, donc ça signifiait bon terroir, ça chauffait bien au soleil, et il fait planter des vignes. Bon, une autre version dit que ça appartenait à son grand-père Charles Martel, qui lui a donné par succession. Entre les deux, il y a Pépin le Bref, qui a vraiment un nom tout à fait viticole. Mais quoi qu'il en soit, Charlemagne, il y avait des vignes. Est-ce qu'elles étaient plantées en rouge ou en blanc, en pinot noir ou en chardonnay? L'histoire ne le dit pas, sauf que maintenant c'est en chardonnay, sur le haut qui lui appartenait. Et bon, il y a là également une rumeur que sa 5e épouse, je crois, il a vécu longtemps, sa 5e épouse qui s'appelait Liutgarde, n'est-ce pas, vous le saviez, a imposé le chardonnay parce que le pinot noir faisait trop de taches dans sa barbe blanche. Encore une légende urbaine. Okay. Mais la vérité historique, en tout cas, c'est que Charlemagne, à nouveau, comme Dagobert, a offert son vignoble à un ordre monastique. Il l'a offert à l'abbaye de Saulieu. Et là, ça faisait partie vraiment d'une démarche très intelligente de sa part. C'est qu'il a compris que pour fédérer son royaume, il fallait avoir des émissaires, des postes avancés partout, qui seraient les moines. Donc, il a fait rayonner les monastères partout à travers l'Europe, avec 2 missions, planter des vignes, bien sûr, répandre la foi, évidemment, et en 3e mission, rapporter à l'empereur ce qui se passe. C'était vraiment ses émissaires, c'était ses ambassades. Alors, Corton-Charlemagne, c'est le nom qui est donné à ce vignoble. Voilà, le nom est resté, mais c'est réel, c'est historique. Ça lui appartenait, et ça fait l'un des meilleurs vins blancs du monde, à base de chardonnay. Alors, où allons-nous après, ma foi? Ah oui, Charlemagne, donc. Son plus grand collaborateur dans cette entreprise monastique, c'est Saint Benoît. Saint Benoît d'Aniane, qui a une vie assez mouvementée, je vous passerai les détails. C'était d'abord c'était le goûteur de vin de Charlemagne, d'ailleurs. Il a commencé sa carrière en tant que sommelier de Charlemagne, officier avec lui. Ensuite, son frère se noyait, et il a dû, ça a été un grand choc pour lui, il a dû essayer de récupérer son frère de la noyade, il a failli se noyer lui-même, donc il est devenu moine. Il a vu la lumière, il est devenu moine, il a fondé un ordre monastique, les bénédictins,
extrêmement rigoureux, pas drôle, pas plaisantin du tout, ce qui d'ailleurs lui a valu à Saint-Benoît une réputation un petit peu douteuse aussi, puisqu'on peut lire dans une chronique de ce temps sur sa règle bénédictine, Saint-Benoît, les moines, et comme il ne leur fournissait pas du vin à volonté, plusieurs le regardaient de travers. Donc il commençait déjà à dire, oh là, attention avec le vin. Mais pourtant, c'est lui qui faisait rayonner le vignoble et les moines qui ont effectivement, voilà, c'est encore un ordre monastique qui a, parce que tous les ordres monastiques, que ce soit ensuite les cisterciens, comme les bénédictins, comme les franciscains, ont fait rayonner le vignoble, et souvent il y avait des compétitions entre eux. Hein. Il y avait un monastère, je crois que le monastère de Sancerre, par exemple, et celui de Mentou-Salon, dans le Sancerrois, c'était des ordres monastiques différents, c'était la compète qui ferait le meilleur vin, et qui en boirait évidemment beaucoup. Ah, Aliénor d'Aquitaine. Ah, tout un poème. Alors là, Aliénor d'Aquitaine était d'abord mariée au roi de France. J'y viens. Hop là, voilà. Avec Louis VII, donc roi de France. Mais apparemment, Henri II lui tapait dans l'œil. Elle avait rencontré à la cour d'Angleterre. Et elle a décidé, c'était un meilleur parti, donc elle a divorcé, ce qui est très difficile à faire à cette époque en tant que femme. C'est elle qui a pris les devants, qui a divorcé son mari, et quelques mois plus tard, tiens non, se mariait avec Henri II Plantagenet, qui n'était pas encore roi d'Angleterre, mais elle avait bien flairé le bon coup, là, qu'il y avait un truc à faire, et effectivement, 2 ans plus tard, Henri II devient roi d'Angleterre. Donc superbe alliance, puisque Aliénor, qui possédait l'Aquitaine, qui est la région de Bordeaux, qu'on appelait à l'époque la Guyenne, maintenant a également l'Angleterre, et donc ça fait un immense pouvoir qui est à cheval entre la France et l'Angleterre. Ça va faire exploser, bien sûr, la réputation et la fortune de Bordeaux. Pour la bonne raison que maintenant, vous allez avoir un trafic entre Bordeaux et l'Angleterre. Vous avez un monopole de fait de vin alimentant la cour anglaise, ce qui va faire évidemment la puissance de Bordeaux. À un moment donné, vous aviez à peu près 1000 navires par an qui partaient de Bordeaux à cette époque pour l'Angleterre chargés de tonneaux de vin, en particulier avant Noël et avant Pâques. Là, ça se vendait bien. Donc, et en échange du vin, parce que bon, on le faisait par argent aussi, mais on achetait en échange des textiles anglais. Donc il y avait un marché vin en Angleterre, les textiles arrivaient en France, et donc Bordeaux avait cette double maintenant avantage de faire du vin et également faire du textile. Donc une région extrêmement riche que convoitait tout le monde. Et hélas, évidemment, quand il y a convoitise, oui là, carrément les Anglais rayonnent partout dans le Bordelais, ils fondent la ville de Libourne, qui est la ville sur la Dordogne, qui est toute près de Saint-Émilion et Pomerol. Libourne est fondée par Sir Roger Leyburn, qui était un des grands commandants généraux d'Henri II Plantagenet. Donc voilà, ça rayonne. Alors je vous passe sur la fin d'Aliénor d'Aquitaine, parce que bon, ensuite, elle essaye carrément de bouter son mari hors du trône. Elle s'allie avec ses fils, avec Richard Cœur de Lion. Enfin, ça devient très compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez cette alliance avec le vin qui circule entre la Guyenne et l'Angleterre. Et le petit royaume de France, là-dedans, ben, il est un peu coincé. Et puis finalement, eh bien, les rois de France vont décider de reprendre la Guyenne. Ils vont reprendre le Bordelais et ça va être le début de la guerre de 100 ans. Donc, d'une certaine façon, à travers ma vision très subjective de l'histoire, c'est le vin qui est à l'origine de la guerre de 100 ans. Vous voyez que je distord un petit peu les faits, mais donc boum, 1337, on reprend
Bordeaux. Alors ensuite, pendant 120 ans, ça va aller dans un sens, ça va aller dans l'autre. Les Anglais vont reconquérir. Au bout d'un moment, tout le monde en a marre. Ils vont s'arrêter, il y aura une pause. Hein. La guerre n'est pas tous les ans, tous les ans, tous les ans. Mais elle se fait entre eux. Donc, à ma droite, vous avez donc... en fait, attendez, c'est ça, c'est... hop là, Charles VII. Non, on n'en est pas encore Charles VII. Allô, allô, je me rattrape. Voilà, c'est Philippe VI de Valois. Pardon, évidemment. Vous auriez pu, hein, vous le saviez. Philippe VI de Valois et à ma gauche, Édouard III maintenant, évidemment. On est à Édouard III déjà. Ça se succède assez vite. Et Philippe VI, d'ailleurs, très amateur de Volnay. Lui était amateur de Bourgogne, mais ça c'est un détail. Mais en tout cas, là, ils prennent... tout le monde se bat pour la possession du Bordelais. Bon, bah, il y a des défaites. Hein, ça ne marche pas très fort pour les Français. Il y a la défaite de Poitiers. Alors, c'est la seconde bataille de Poitiers. Il y avait une bataille de Poitiers sous Charles Martel contre les Sarrasins. Mais là, hélas, là c'est une défaite. Jean le Bon est fait prisonnier, patati patata. Il y a des accords qui sont faits, donc la France carrément perd tout ce qui est en rose en plus. Donc faire la guerre ne nous avantage pas beaucoup à cette époque. Mais heureusement, les choses vont changer. Alors il y a une petite pause. On retrouve ce célèbre Philippe II le Hardi qu'on avait vu mardi, qui s'occupait du Gamay et du Pinot Noir. Lui, il fait des intrigues, c'est ce qu'on appelle le gouvernement des oncles, parce que le petit roi, on en est à Charles VI, il est encore trop jeune pour gouverner, donc c'est les oncles qui gouvernent. Pendant ce temps-là, Philippe II, donc, plante du Pinot Noir. Et puis, des alliances se font entre ces fourbes bourguignons et l'Angleterre. Parce que bien sûr, il y a les intrigues, c'est machiavélique. Les Anglais essayent de dresser les uns contre les autres en France. Alors, ils se mettent maintenant, non seulement ils ont un axe Bordeaux-Anglais, ils commencent à contrôler le nord de la France, et ils commencent à contrôler la Bourgogne. La Bourgogne se rallie. Donc, le petit royaume de France, il devient de plus en plus petit, pendant la guerre de 100 ans. Il est soutenu par un pauvre, soi-disant héritier lointain, qui est le futur Charles VII, qu'on appelle le Dauphin. Et maintenant, nous rentrons dans une période de l'histoire de France que vous allez bien connaître. Il est basé à Chinon. Et oui, rentre en scène Jeanne d'Arc. Alors Chinon, déjà, c'est et il faut visiter Chinon, si vous n'êtes pas encore allé. Cette forteresse a été habitée par Henri II, ensuite par Richard Cœur de Lion, et puis maintenant par Charles VII, le dauphin de France. Et donc, voici Jeanne d'Arc qui débarque. Alors, Jeanne d'Arc, vous connaissez son histoire. D'abord, vous voyez que dans les représentations du XVe siècle, hein, pratiquement de l'époque, on la représente assez mal, puisqu'elle est en habit de femme, alors qu'on sait très bien qu'elle est en habit d'homme. Elle a les cheveux longs, alors que non, elle a les cheveux courts. Donc il y a une certaine licence artistique là. Hein. On ne la reconnaît pas beaucoup. Mais donc Jeanne d'Arc, à 17 ans, a entendu des voix qui lui disent que c'est à elle de venir délivrer la France et de faire sacrer le pauvre petit dauphin d'Orléans pour faire le vrai roi de France. Donc elle entreprend une longue marche à travers la France pour aller à Chinon voir le roi, et donc avec sa réputation qui la précède, qu'il y a cette devineresse qui entend des voix, qui promet à Charles VII le royaume de France. Et la grande question qui m'a toujours taraudé, c'est est-ce qu'on a offert un vin de Chinon à Jeanne d'Arc quand elle est arrivée? Parce que bon, elle avait que 17 ans, donc je ne sais pas si à l'époque ça se faisait. Et je me suis lancé quand même dans des recherches très très érudites. Et j'ai finalement... Alors ça, c'est le château de Chinon vu par l'arrière aujourd'hui. Vous voyez qu'il y avait des lignes partout, maintenant et autrefois. Et je n'ai pas trouvé de traces. On l'a bien accueillie, effectivement. Elle a passé une nuit à Chinon après avoir parlé au roi. Je n'ai pas trouvé de traces qu'elle a bu du Chinon. En revanche, elle va libérer Orléans. Et là, on trouve trace à Orléans qu'on lui donne du vin. Et dans le texte,
Bon, un petit peu, c'est pas la version officielle, mais je trouve un texte où « Et il convient Jeanne à boire le vin qu'il lui offrait au nom de tout le peuple d'Orléans pour l'honorer. » Donc je suis bien content de savoir que Jeanne d'Arc a bu du vin. C'était vraiment une question qui me taraudait depuis pas mal de temps. Et il en a bu pas mal, parce que ensuite, quand elle arrive à Reims pour le couronnement de Charles VII, alors en Champagne, bizarrement, à Reims, on a bu du vin de Bourgogne, je crois. Oui, on a fait éclater des fûts de Bourgogne. Donc, vous voyez comme quoi la logique n'est pas respectée partout. À l'époque, bien sûr, on ne faisait pas du vin mousseux en Champagne. Hein. On faisait un vin tranquille, on faisait un vin rouge, qui était très apprécié et qui a servi ensuite pour le sacre de beaucoup de rois de France. Et puis j'ai trouvé trace qu'en revenant à Orléans après le sacre, les bourgeois d'Orléans firent servir 6 chapons, ce sont des espèces de gros coqs, n'est-ce pas? 6 chapons, 5 perdrix, 13 lièvres et un faisan, et Jeanne ne refusa pas le vin qu'on lui offrit. Il y eut 52 pintes de vin versées aux convives. Alors j'ai fait un petit calcul avec les chapons, les perdrix, les lièvres, le faisan, pour voir combien de personnes ça nourrissait. Ensuite j'ai divisé par le... Voilà. Alors ça fait à peu près 1 litre de vin par personne. Voilà. Ça vous donne, comme ça, une bonne idée de ce qu'on buvait à la cour du roi Charles VII. La fin de l'histoire est moins drôle, évidemment, puisque en voulant libérer Compiègne, on n'aidait pas beaucoup Jeanne d'Arc, hein. On la laissait faire, on était frileux, les généraux, les autres généraux du roi étaient jaloux, donc à un moment donné, elle se fait prendre à Compiègne. En 1430, vous connaissez hélas la suite, elle est vendue aux Anglais, il y a un long procès qui dure 1 an, et l'autre question qui me taraude, c'est est-ce qu'elle a été flambée au Calvados ou est-ce qu'elle a été brûlée nature? Comme quoi, voilà, c'était simplement pour rebondir sur faut-il rire de tout. Voilà, excusez-moi Jeanne. Voilà. Après sa mort, la guerre a continué avec les Anglais, jusqu'à être finalement gagnée par Charles VII. La dernière bataille décisive qui met fin à la guerre de 100 ans se passe à Castillon, qui reçoit maintenant le nom de Castillon-la-Bataille. Et vous voyez que c'est un endroit très bien placé, c'est la reconquête finale du Bordelais, donc tout finit là où ça a commencé, aux portes de Saint-Émilion, juste sous le plateau de Saint-Émilion. Voici une petite vignette de cette bataille. Charles VII n'y était pas, je crois. Hein. Il a envoyé 2 de ses lieutenants qui s'appelaient les frères Bureau. Alors il y avait le bureau dépôt, et non, il y avait... C'est les frères Bureau. 1453, fin de la guerre de 100 ans. Et très joli terroir de par ailleurs. On fait maintenant Côte de Castillon tout à fait honorable. On revient à Chinon. On revient à Chinon parce que la paix est revenue sur le royaume de France. Et à Chinon, on va rencontrer un personnage fort sympathique qui est né tout à côté, qui est né dans le petit village de La Devinière, de l'autre côté du fleuve, d'une famille aisée d'avocats et de vignerons, parce que qui était aisé de toute façon faisait du vin à l'époque, un certain François Rabelais. Et ici s'élevait donc la maison Rabelais. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, donc Rabelais était d'abord a d'abord fait des études, a voulu être moine, ensuite ça a été un humaniste, ça a été un médecin, ça a été un écrivain, tout ça à la fois. Et vous connaissez peut-être donc les œuvres de la littérature française qui commencent sous sa plume, Pantagruel et Gargantua, où nous avons quand même des passages dédiés au vin qui sont assez remarquables. C'est là où vraiment c'était un homme épris de curiosité, de savoir de tout, de voyage, et donc à travers le vin c'était la même chose, c'était la soif de tout d'une certaine façon. Le vin c'était un synonyme, c'était un symbole de tout ce qu'il fallait apprendre et goûter dans la vie. Et donc en particulier, on a des phrases célèbres. Le vin a le pouvoir de remplir l'âme de toute vérité, de tout savoir et de toute philosophie. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, il y a également le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde. Ça, c'est un autre dicton célèbre de Rabelais. Et enfin,
Le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement, apaise l'ire, c'est-à-dire la colère, chasse la tristesse et donne joie et liesse. Donc, je crois que l'une des citations les plus courtes et les plus intéressantes de Rabelais, c'est « Buvez toujours, ne mourrez jamais ». Si on arrive à faire ça, ça sera pas mal. De l'autre côté du fleuve, à la même époque, et là nous allons d'un vignoble à l'autre, à Bourgueil, rencontrons notre héros de Bourgueil. Alors Bourgueil, c'est une abbaye, elle aussi d'ailleurs a contrôlé la France, beaucoup de rois sont venus siéger, prendre des décisions d'importance à Bourgueil, mais Bourgueil est connu également pour son poète, Pierre de Ronsard. Alors à l'époque, comme avec Rabelais dans la littérature, dans la poésie, vous avez des révolutions, et Ronsard fait partie d'un mouvement qui va faire tourner la poésie dans de nouvelles directions avec ses acolytes pour fonder les Pléiades. On l'appelle le prince des poètes et le poète des princes, puisqu'il a ses entrées à la cour, et c'est un peu le troubadour poète des rois. Alors, Pierre de Ronsard, il a un petit problème, il est toujours amoureux. Il est amoureux fou de plusieurs filles à la fois, de toute façon, puisque c'est la poésie galante, et en particulier la fille d'une aubergiste de Bourgueil, qu'on devine, Marie Dupin. C'est une des trois égéries. Il paraît qu'elle avait 14 ans à l'époque. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne vais pas demander à son père. Et elle a inspiré parmi les poèmes les plus, même les plus érotiques, les plus sentimentaux, mais voilà, un peu, ça fait partie des grandes œuvres de Ronsard. Je vous en lirai une que j'ai un peu écourtée pour des raisons de censure propre à Middlebury. Je ne pouvais pas tout mettre. Mais voici, Marie, vous avez la joue aussi vermeille qu'une rose de mai. Vous avez les cheveux de couleur de châtaigne. J'ai enlevé des choses. Vous avez de l'aurore et le front et la main, mais vous avez le cœur d'une fillère lionne. Voilà l'un des grands poèmes de Ronsard. Alors Ronsard a dit d'autres choses aussi. En particulier, qu'est-ce qu'il a dit? Celle-là est jolie. Quand la mort me voudra tuer, à tout le moins si je suis digne que les dieux veulent me muer, je le veux être en fleur de vigne. Voilà, je crois que c'était lorsqu'il a écrit un épitaphe pour la mort de Rabelais. Je crois que c'était son hommage, ça faisait partie de son poème d'hommage à Rabelais. Donc, sortons de Chinon, parce que hélas, ce court intermède pacifique est terminé, commencent les guerres de religion. D'ailleurs, Ronsard était déjà impliqué dans les guerres de religion, il était du parti catholique, il a écrit des œuvres d'ailleurs à ce titre pour défendre la foi catholique contre les immenses blasphèmes des protestants, lesquels vont rayonner à travers la France à partir du Berry, grand évidemment terrain viticole, le plateau de Berry, Sancerre là-haut, et notamment Bourges, puisque c'est à Bourges que va prêcher un certain Jean Calvin. Et donc, la guerre éclate entre catholiques et protestants. On ne va pas passer dans tous les détails ce qui se passe, mais il va y avoir deux places fortes des protestants. Donc, les protestants, comme vous savez, contestent un certain nombre de choses. Il est impensable de payer pour aller au paradis. Il faut uniquement respecter Dieu et pas les saints. Il ne faut plus que la messe soit en latin, etc. Donc toutes ces réformes, évidemment, sont très très mal prises par les catholiques. Vous avez la guerre. Vous avez la guerre, il y aura deux places fortes de ces protestants, La Rochelle, et une qu'on connaît beaucoup moins, Sancerre. Sancerre sera une place forte des Huguenots, des protestants. Et Sancerre sera assiégé par la Ligue des catholiques. Juste après la Saint-Barthélemy, ça va chauffer. La Ligue va encercler Sancerre. Et pendant
pendant 220 jours, pratiquement toute une année, les habitants de Sancerre, qui sont 2000, parce que tout le monde s'était réfugié à l'intérieur de la forteresse, de toute la campagne alentour, s'était mis derrière les murs, tous ces gens-là vont mourir de faim, vont tenir bon, mais finalement vont être défaits, et les catholiques vont pouvoir envahir la citadelle et piller la ville. Il y a un certain Henri IV, qui n'est pas encore roi de France, se distingue à l'époque. Alors lui, il a retourné sa veste de nombreuses fois. Il était né catholique, bien sûr, il est devenu protestant tout de suite. Ensuite, on lui a demandé, s'il te plaît, tu redeviens catholique. Donc là, à ce moment-là, il est catholique. Ensuite, il va redevenir protestant. Et puis finalement, il va se reconvertir catholique, tout à la fin, puisque Paris vaut bien une messe. Donc voilà quelqu'un qui a bien retourné sa veste. Hein. Ça fait 4 ou 5 fois, si j'ai bien compté. Là, il est côté catholique, pendant le siège de Sancerre. Mais je ne pense pas qu'il était au siège de Sancerre, puisque, en tout cas, il était au siège de La Rochelle. Mais, il a dit, alors, est-ce que c'est un mythe urbain ou pas? Oh, revenons. Il a dit, lors du siège de Sancerre, alors d'abord, pardon, le siège de Sancerre, quand finalement les gens de Sancerre ont dû rendre les armes, ils ont été taxés, ils ont été à l'amende pour avoir osé résister à la Ligue catholique. Non seulement ils ont été pillés, mis à feu et à sang, mais ils ont dû à l'armée française, à l'armée des catholiques, 3000 bouteilles de Sancerre. Comme quoi, le vin s'infiltre un peu partout dans ces histoires de pouvoir. Et preuve qu'il était fort bon. Et donc d'ailleurs, justement, à ce titre, il paraît que Henri IV aurait dit, alors il faut croire qu'il était au siège de Sancerre et qu'il était arrivé juste après, après avoir goûté du vin de Sancerre, parbleu, évidemment il faut commencer par parbleu, sinon ça... Voilà. Ce vin est le meilleur que j'ai bu, si les gens du royaume le goûtent, il n'y aura plus de guerre de religion. Donc voilà en tout cas qui a fait la réputation à nouveau de Sancerre, vrai ou faux, on ne le saura pas. Henri IV a fait des belles choses après ces guerres de religion. Il a eu la très bonne idée de faire venir les Hollandais, qui étaient des experts, qui sont des experts de tout ce qui est hydraulique. Voies d'eau, polders, écluses, et ainsi il a fait assainir, grâce à ces ingénieurs hollandais, toutes sortes de marécages qui étaient insalubres et impropres à la culture, en particulier dans le Bordelais. Donc Henri IV a fait venir énormément d'ingénieurs hydrauliques dans le Bordelais, en particulier pour assainir le Médoc. Le Médoc était infesté de moustiques, marécageux, voilà. Et à force de faire des écluses, ce qu'on appelle des jalles, c'est-à-dire des ruisseaux pour évacuer vers la Garonne l'eau qui n'arrivait pas à fuir, ils ont assaini et planté. Et comme les Hollandais étaient intelligents, comme de temps en temps on ne leur payait pas ce qu'on leur devait, ils disaient « Oh, mais ça fait rien, vous nous donnez un peu de terre en échange de ce que vous nous devez. » Donc les Hollandais se sont implantés, ont fait des vignes dans le Bordelais, étaient des maîtres en commerce du vin, puisqu'ils contrôlaient tout un marché dans le nord de l'Europe du vin, et ils ont influencé la viticulture dans le Bordelais de façon remarquable, parce que jusque-là, dans le Bordelais, on ne faisait que du rosé. C'était le claret, que dans les Britanniques raffolaient. Un vin rosé, vin rosé, vin rosé, vin rosé. Non, les Hollandais ont dit, pour notre marché, vous nous écoutez, ce qu'on veut, c'est du vin rouge tannique. Donc vous arrêtez votre histoire de rosé. Hein, vous plantez le cabernet, vous nous faites quelque chose de foncé, d'alcoolisé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vin blanc, s'il vous plaît. Vous nous faites un vin sucré. Et c'est eux qui ont lancé la double mode dans le Bordelais de faire du vin charpenté et du sauterne. Et effectivement, les Hollandais étaient là à Château-Yquem et ailleurs. Château-Yquem existait déjà en 1600 pour drainer. Alors Château-Yquem, c'est spécial d'ailleurs. On va y faire un petit tour quand même. Alors, ça, c'est les écluses et les jalles. Et puis, voilà, ça c'est l'entrée de Château-Yquem. Et à Château-Yquem, voilà, vous voyez déjà à nouveau des fosses pour évacuer l'eau. On a compté à peu près 100 km de conduits d'évacuation d'eau de la colline, en mettant bout à bout tous les petits canaux
et les conduit à peu près 100 km pour drainer la toute petite colline d'Yquem, qui en fait est un dôme argileux qui retient l'eau. Et s'ils n'avaient pas drainé, ça aurait jamais donné de la bonne vigne. Donc grâce à ça, on a un château Yquem. C'est un cadeau des Hollandais, il faut s'en souvenir. Ils ont également inventé la notion des vendanges tardives. Ils mettaient également des bâtons de soufre dans les tonneaux pour arrêter l'oxygène, pour pas que le vin s'oxyde. Donc les Hollandais, on ne le sait pas, mais ont énormément œuvré pour la qualité du vignoble français. Et d'ailleurs, c'est chez un Hollandais que, ici, monsieur, vous reconnaissez le château de monsieur Jean de Ruyter, qui était un Hollandais du XVIIe siècle, qui lui aussi avait assaini le bord de la Dordogne, alors là, côté Côte-de-Bourg, de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de la Garonne. Et donc il avait une bonne petite propriété avec des vignes, un joli, alors ça a été reconstruit, c'est pas le château de l'époque, mais c'est construit sur l'endroit où il y avait le château de l'époque, des jardins à la française, et ça a beaucoup plu à un certain monsieur de Mazarin, Catherine de Médicis, et leur petit garçon, là, leur petit mouflet, Louis XIV. Et Louis XIV adorait arriver en barque, comme ça. Bon, c'était une époque où il y avait quand même pas mal de bagarres, c'était la fronde, avec toutes sortes de dissensions, il devait attaquer Bordeaux, enfin, pendant ce temps-là, on faisait quand même un pique-nique avec le roi, au château de monsieur Jean de Ruyter, ou Rieder, je ne sais pas comment ça se dit. Et il y a une petite anecdote, c'est que... D'ailleurs, l'anecdote, elle vient de Madame de Montpensier, qui était la cousine fort fortunée d'ailleurs, un des meilleurs partis d'Europe, qui avait des vues sur Louis XIV. C'était sa cousine, elle avait quelques années de plus que lui, elle aurait bien aimé qu'un mariage se fasse, mais enfin Richelieu, Mazarin n'était pas d'accord. Ça s'est pas fait. Mais Madame de Montpensier avait beaucoup d'esprit, et elle a appelé ce château le château des 1000 secousses. Alors moi, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en tant que géologue, bien sûr, loin de moi de penser que ça pouvait être grivois. Non, j'aurais pensé qu'il y a une faille. Évidemment, la Gironde, il y a une faille. Dis donc, ils avaient déjà remarqué ça derrière les tremblements. Non, pas du tout. C'est que les chemins étaient tellement défoncés pour arriver au château de M. de Ruyter que les carrosses se secouaient dans tous les sens. Et quand on essayait d'arriver en bateau, il y avait un clapot épouvantable. Et pareil, c'est un tas de cul pour arriver chez M. Jean de Ruyter. Et du coup, elle a affublé ce château du nom de château de 1000 secousses, qui a tenu, et ça existe. Et ce qui est marrant, c'est que je buvais ça il y a des dizaines d'années quand mes copains m'amenaient ça, parce qu'ils disaient pour un géologue, château de 1000 secousses, c'est marrant comme nom. Et bien finalement, j'ai trouvé la petite histoire, ça n'avait rien à voir avec la géologie. C'était Louis XIV et ses copains, et sa suite. Alors Louis XIV, pendant qu'on y est, alors ça c'est un roi qui aime le vin. Alors en plus, il a eu une très longue carrière, évidemment, de roi, donc il a pu goûter, il a eu le temps de goûter à beaucoup de vins. Il a commencé sans doute un peu par le Bordelais, il y a eu le Haut-Brion, qu'il aimait bien. Allez, ça en fait un au moins. Il adorait le vin de Beaune, alors en particulier celui de Volnay, ça c'était un de ses favoris. On le retrouve dans des histoires avec le vin d'Irancy, d'Auxerre, qu'il adorait aussi. Donc il aimait le nord de la Bourgogne. Pareil, c'était un bon roi, c'était un diplomate. Il savait flatter tout le monde et bien boire, puisqu'il adorait le champagne. Le Bouzy, qui était donc un vin rouge de Champagne. Un rosé de Champagne, qui est le rosé des Rissets. Il aimait beaucoup le Tavel. Ah, le Tavel, ça y est, petite anecdote. C'était quand il faisait construire le château de Versailles. Et alors il surveillait quand même le chantier, donc il arrivait. Et c'était des gens du Sud qui travaillaient. C'est le rosé des Rissets. C'est le rosé des Rissets de Champagne qu'à Versailles a attiré son attention parce que tous les travailleurs avaient des tonneaux qu'ils avaient apportés avec lui et puis ils disaient c'est quoi votre petit vin là quand même. Donc il a goûté ça et il trouve ça super. Donc c'est comme ça en fait qu'il a mis sur sa liste le rosé des Rissets. C'était pendant la construction de Versailles. Savenière, ça c'est un vin de Loire, un blanc divin. Il a embourbé son carrosse. Il voulait aller voir le vignoble, ça n'a pas marché, le carrosse complètement embourbé. Donc il n'est jamais arrivé au vignoble et il en buvait. Et, allez, pour bonne mesure, le Mâcon. Alors, le Mâcon, donc le sud de la Bourgogne, et le Mâcon, là, il y a une histoire marrante.
un certain Claude Brosse, vigneron à Mâcon, voulait absolument vendre du vin à la cour du roi de France. Donc il a pris ses clics et ses claques, il a mis ses tonneaux sur sa charrette, et il est allé, sans avoir été invité, à Versailles. Il arrive à Versailles, il soudoie les gardes, on leur donne un peu de vin, je sais pas, il rentre. Il arrive dans la cour de Versailles, où il y a une chapelle, et où le roi Louis XIV est en train d'écouter la messe. Donc, il arrive, il va, il se met parmi tout le monde, et puis au moment donné, pour la communion, tout le monde se met à genoux. Et Louis XIV voit soudain un rustre qui ne s'est pas mis à genoux. Alors il y a ses gardes, allez m'arrêter ce personnage qui est au fond et qui n'a pas osé se mettre à genoux. Alors ils vont, puis ils reviennent à Louis XIV, il est à genoux. En fait, Claude Brosse était immense. Et Louis XIV a été tellement stupéfait qu'il dit faites-le venir après la messe. Et donc Louis XIV a rencontré, et c'est à ce moment-là, j'ai un petit vin pour vous, sire. Alors ça a fait sa fortune parce que, bon, il avait l'oreille du roi, tous les courtisans autour. Ah oui, votre vin est très bon, n'est-ce pas, Majesté? Votre vin est très bon. Donc il a pu vendre, Brosse a pu vendre énormément de vin, ça a fait sa fortune. Ensuite, il a été élevé, il a tenu quelques responsabilités à la cour, justement, dans le domaine du vin. Donc voilà une petite anecdote de Louis XIV. Louis XIV buvait beaucoup de vin. Vous avez reconnu que là, il déjeune avec Molière. Et, bien sûr, le vin, c'est également une affaire d'État. C'est une affaire de santé. Et son docteur, Guy Crescent-Fagon, recommande le vin de Beaune. Ça, le vin de Beaune, d'un côté médical, c'est parfait. Et d'ailleurs, il le dit. Le vin de Beaune est la plus saine comme la plus agréable des boissons. Ça, c'est l'école de médecine de Paris, avec laquelle il s'est mis en cheville. Mais Louis XIV, comme vous avez bien vu, aimait bien les vins de champagne aussi. Donc, l'Académie de Reims rétorque la prééminence du goût et de la salubrité du vin de Champagne sur le vin de Bourgogne. C'est mieux. Et il y a eu une guerre comme ça qui s'est échangée entre la Bourgogne et le Champagne sur quel était le meilleur alcool pour le roi. Après Louis XIV, Louis XV. Ah non, le Champagne en même temps, parce que, justement, en parlant de Champagne, exactement à la même époque de Louis XIV, un certain Dom Pérignon, né et mort la même année que Louis XIV. Ils sont totalement parallèles dans leur carrière, ils ont tous les deux vécu vieux. La petite histoire, c'est que Dom Pérignon a inventé la méthode champenoise, c'est pas tout à fait exact, en tout cas, il l'a mise au point. Ça avait déjà été découvert avant, c'est le fait qu'un vin dont la fermentation n'est pas totale va se remettre à faire des bulles une fois qu'il est en bouteille, parce qu'on venait d'inventer la bouteille pour le vin. On avait inventé la bouteille avant, mais la tradition c'était qu'on gardait le vin en tonneau. À partir du moment où on commence à le mettre en bouteille avec un bouchon, s'il y a une fermentation qui se fait avec du gaz carbonique l'année d'après, la bouteille explose. Et c'est ce qui se passait. Il y avait soudain, dans les caves de champagne, vous aviez les bouchons qui sautaient partout. C'était une catastrophe. Et Dom Pérignon essayait d'arrêter le truc. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser des bulles? Pendant ce temps-là, les Anglais, c'est oh, très bonne bulle. Et eux ont, chez eux, perfectionné la méthode champenoise et orienté le champagne à faire des bulles. C'est ça qu'on veut sur notre marché. Donc finalement, Dom Pérignon dit ok, d'accord, je m'y mets. Et il a perfectionné. D'abord, il a fait des bouteilles plus épaisses, il a bien muselé le bouchon avec du fil, des étouffes, etc. Il a perfectionné tout ça. Et c'est apparu à la cour de France. Alors, le champagne est apparu, pas sous Louis XIV, parce que c'était donc Dom Pérignon l'avait développé sous le règne de Louis XIV, mais le temps que ça prenne à la cour, il fallait d'abord que ça soit introduit par quelqu'un. Alors, des rumeurs veulent qu'une certaine courtisane ait été payé par Reims pour introduire le champagne à la cour. En tout cas, le champagne a pris sous la régence de Louis XV, donc après la mort de Louis XIV, c'est devenu l'alcool le plus populaire. Et quand Louis XV est arrivé au pouvoir à la suite de la régence, sa maîtresse, Madame de Pompadour, était très friande de champagne. Donc c'était une grande alliée pour le champagne à la cour de France. Donc ça, c'est les grandes heures du champagne commence sous Louis XV. Alors, Louis XVI, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose sous Louis XVI.
c'est que il aimait le Sancerre. J'espère que ça lui a servi dans ces dernières heures pour se remonter le moral. Et après, bien sûr, bon, l'histoire de France continue. Je vais faire un petit saut quand même. Napoléon Bonaparte pour terminer quand même. Alors Napoléon Bonaparte, il aimait beaucoup il aimait beaucoup le Bourgogne. Il aimait beaucoup le Gevrey-Chambertin, un excellent Bourgogne. Il apportait même d'ailleurs le Gevrey-Chambertin sur le champ de bataille. On ne voit pas le Gevrey-Chambertin, mais il est quelque part. Il doit avoir, dans la tente, il doit avoir un flacon bien planqué. Et puis, il adorait le champagne. Il adorait le champagne et il a on va terminer sur cette phrase historique. Je ne peux vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Donc voilà un homme qui savait tirer le meilleur de tout. Photo de l'époque. On va terminer là-dessus. Alors j'ai sauté un peu pas mal de pages de l'histoire de France. L'époque moderne, on peut en parler maintenant, évidemment, mais voilà pour en ce qui concerne donc une vision anecdotique et subjective de l'histoire de France vue à travers une bouteille. Donc maintenant, on peut en parler. Continuons l'histoire. Voilà. Si on va un peu plus loin que Napoléon, quel était le vin préféré de Gaulle? Il me semble qu'il buvait du vin à table, et je soupçonne qu'il buvait du vin plutôt, peut-être pas ordinaire, mais assez, non? Je ne sais pas, et c'est vrai que j'aurais dû regarder ça, je ne sais pas. À la même époque, je sais que... Je vais détourner la question, comme je ne connais pas la réponse. John Kennedy adorait le Corton. Mais je ne sais pas, ce serait intéressant de voir... il avait certainement une cave conséquente. Je ne crois pas, non. Non, justement, il aimait les petits vins de pays. Ouais, pas trop de dépenses, je crois. À l'Élysée, évidemment, il y a la cave de l'Élysée. Oui, voilà. Je parle à Colombey. Ah d'accord, à Colombey. Il buvait du vin à table, comme c'est la tradition dans cette génération, tous les jours. Ouais. Mais je crois que c'était pas du... C'était pas du... On n'était pas porté sur les grands vins. Sur les grands vins. Alors, ça va me donner quelque chose à regarder. Hein. C'est comme Jeanne d'Arc, j'ai pris beaucoup de temps finalement trouver ce qu'elle buvait. Donc maintenant, je pense que ça va être plus facile pour De Gaulle quand même. Il s'est pris pour Jeanne d'Arc. Oui. Pourquoi a-t-on appelé certains crus bourgeois? Ah, là c'est simplement effectivement, et ça se fait que dans le Bordelais, hein, en fait. C'est une caractéristique des crus dans le Bordelais. Parce que bourgeois, là, veut dire de bonne tenue. Là c'est carrément un mot qui est flatteur, voulant dire de qualité. Et donc, le cru bourgeois, c'est celui avant la catégorie premier cru et grand cru. Donc c'était uniquement par rapport à la qualité, je pense. C'est au 19e siècle que ça commence. Ah, je ne sais pas quand ça a commencé, d'ailleurs, cette dénomination, cru bourgeois. Ça, je ne sais pas du tout. Ouais, c'est un sacré... C'est assez compliqué les histoires de donner des noms de crus dans le Bordelais, puisque en fait c'est pour l'Expo universelle de 1855 qu'on a décidé d'essayer de trouver une liste des Bordeaux, et on a décidé de la faire d'après le prix des bouteilles. Donc les grands crus du Bordelais de la grande liste de 1855 étaient basés sur les prix en vogue à l'époque, et le truc c'est que ça a été figé très longtemps. C'est que cette liste ne bouge pas. Alors que, bien sûr, la qualité des vins, elle change en 150 ans. Et elle n'est pas renouvelée. Alors, on a acquis des lettres de noblesse en 1855 qui perdurent comme un titre de noblesse aujourd'hui. Alors que Saint-Émilion, ils ont fait plus cool. À Saint-Émilion, c'est revu, je crois que c'est tous les 10 ans. Ils refont la liste des grands crus, ce qui a donné lieu à des procès, parce que quand on est sur la liste, et soudain, quand on n'y est plus, au coup d'après, on fait procès, évidemment. C'est trop bête. Donc ils ont dû annuler Voilà, il y a eu des procès, ils ont dû annuler leur liste, recommencer pour ne pas vexer les gens, etc. Mais donc toute cette liste de niveau de qualité est assez compliquée et elle est différente pour chaque région. Et ouais, je ne sais pas quand le cru bourgeois, le niveau intermédiaire, on va dire, de qualité, est apparu sur la scène.
J'avais cru lire quelque part que Louis XIV aimait le taupier, le vin des rois et le roi des vins. Ah oui, oui, je ne l'ai pas mis. Non. Ah, je vais le rajouter. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'était également un vin favori de lui et de beaucoup d'autres monarques. Tout à fait. Vous avez passé un peu vite sur la Révolution, parce Oui. que quand même, il faut préciser que c'était l'Église catholique qui avait quand même le monopole du vin, et à la Révolution, ça s'arrête, puisqu'ils sont obligés de vendre. Ah, et très ça bien. change, Et ça change demain. la donne. Ah, très, 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 très juste. Oui, c'est vrai que je n'étais pas arrivé dans mes recherches à la Révolution. Non, j'ai omis toute cette phase de l'histoire de France. Oui. J'en étais à Voltaire et Rousseau que je n'ai pas pu mettre dans la présentation. Et ce qu'ils Parce pensaient que du ça vin. change, parce que Oui. toutes les grandes boissons, le kir, beaucoup de vins bien que c'est quand même, ça a été inventé par un moine, un chanoine. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ça, c'est plus récent, mais tout à fait. Ça a été, oui, tout à fait, mais absolument. Il y a une redonnée des cartes au moment de la Révolution. Oui. C'est plus le monopole de l'Église. Donc, je vais mettre ça dans la prochaine version. Je vais fouiller un peu plus profondément. Oui. Est-ce qu'on a une idée des degrés d'alcool des vins à travers les âges? Non, je pense pas. Parce que dans l'Odyssée, par exemple, comme vous le disiez d'ailleurs pour Rome, ceux qui boivent du vin méros, du vin pur, sont vraiment des barbares. Si on boit du vin pur, tout le monde coupe le vin. Est-ce que c'était parce que c'était un degré d'alcool plus élevé que le vin qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que c'était tout simplement pour ne pas être ivre, pour d'autres raisons? Je pense que ça ne pouvait pas vraiment être un degré plus élevé que, disons, les vins très forts de nos contrées ensoleillées qui tapent vers 14 ou 15 degrés. Mais quand on voit, évidemment, tout dépend du climat. Donc, par exemple, les vins de Champagne et les vins de Loire ne pouvaient pas titrer beaucoup d'alcool, parce que c'est vraiment une conséquence de l'ensoleillement, de la quantité de sucre, et donc d'alcool in fine. Donc, les pays, effectivement, méditerranéens ont toujours eu du vin plus fort, plus alcoolisé que les pays du Nord. Mais à part ça, dans l'absolu, avoir une valeur d'alcool, comme je disais, je ne sais pas si on a le moindre repère qui puisse être comparable, parce que là, c'est facile. On peut le faire, on fait un titrage, densité, enfin il y a toutes sortes de façons où on a tout de suite le degré d'alcool. Je ne sais pas quand la technique a été inventée, ça il faudrait que je regarde aussi. Pour voir quand ils ont commencé à mesurer. Merci pour ce que vous avez dit. Moi j'avais deux questions. L'une portait sur Bonaparte et son rapport au Rhum. Ah oui, parce que bien sûr, il y avait Joséphine. Alors cela étant, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de Rome. Joséphine adorait le Savenière, qui est donc un vin de Loire. Et donc elle a fait venir le Savenière à la cour. Ça a été les grandes heures du Savenière, et d'ailleurs c'est un chambellan, ou enfin quelqu'un de la cour rapprochée de Napoléon, qui s'est installé à Savenière et dont la famille gouverne un des meilleurs Savenières en ce moment, qui est le château de Clausel. Leur ancêtre servait Napoléon. Donc je connais le rapport par Joséphine avec le vin de Savenière, mais je n'ai pas pour le moment entendu parler de Rome. Oui, parce que c'est elle qui a également introduit en fait le Rhum dans le même temps. Peut-être qu'elle a fait les deux. Ah d'accord, donc ça je ne savais pas qu'elle avait également œuvré à la cour pour faire rentrer le Rhum. Tout à fait. Ah d'accord, ok, donc bon, j'espère que Napoléon... Et la deuxième question, c'était à propos justement du rapport entre le vin de Guyenne, enfin de Bordeaux, et le vin d'Afrique du Nord au moment des colonisations. Donc est-ce qu'il n'y a pas, au moment de la colonisation, justement un problème avec justement le vin, puisque l'interdiction du vin d'Afrique du Nord de faire concurrence avec le vin de Bordeaux va entraîner à un certain moment donné la taxation de celui-ci sur le territoire français. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir également l'histoire de France à partir de là? Ah oui, ça ce serait intéressant. Je n'ai pas parlé effectivement du rapport avec les colonies d'Afrique du Nord, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu en particulier lors de l'indépendance de la plupart des États africains, il y a eu d'Afrique du Nord, il y a eu le problème de ne plus être alimenté en vin depuis en particulier l'Algérie. Et du coup, on a beaucoup planté dans le Languedoc pour suppléer au manque de vin à grand taux d'alcool. Et on a planté un peu n'importe quoi, n'importe où dans le Languedoc.
ce qui a donné une mauvaise réputation au Languedoc. Et puis ensuite, on a pu freiner, puisqu'on n'avait plus besoin d'une aussi grande quantité de vin. Les Français s'étant mis à boire moins et plus qualitatif. Et le Languedoc, maintenant, redevient du bon vin. Mais effectivement, ça a bouleversé, tous ces changements ont bouleversé la donne. Ouais. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas vraiment un historien, mais je me soigne. Et je me soigne en vivant. Henri IV va parler du Jurançon. Oui, j'aurais dû parler du Jurançon, absolument. Henri IV venait de la région de Pau, venait de la région du sud-ouest de la France, et la tradition en ces temps-là voulait qu'un nouveau-né, pour qu'il soit en bonne santé, on lui insuffle quelques gouttes de vin de Jurançon, voilà, pour qu'il se réveille. Nous, on donne des claques. À l'époque, on lui donnait un petit coup de Jurançon. C'est mieux pour une entrée en matière dans la vie. Et donc, effectivement, Henri IV a été amené à la vie avec un petit soupçon de Jurançon dans les narines. Et ensuite, Henri IV a également introduit la célèbre légende de la poule au pot, que c'était une rixe qu'il avait, je crois, avec les Hollandais d'ailleurs, où il voulait dire que nous aussi on sera riches, et donc je veux que tous mes sujets puissent avoir une poule au pot le dimanche. Ce qu'on ne dit pas, c'est que lui, c'était le coq au vin. Et il aimait particulièrement bien le coq au vin avec le vin d'Auvergne. Ça, c'était la recette favorite d'Henri IV, c'était le coq au vin de Chanturgue, qui est une colline de Clermont-Ferrand, où on est en train de refaire du vignoble. C'est en plein cœur de Clermont-Ferrand maintenant, et on vient de dégager 2 hectares de vignes en l'honneur de ce cru historique, et ça s'appelle le Clos des Amoureux. Voilà, donc la prochaine fois, vous saurez que dans le Massif central, je crois, je crois que c'est le Clos des Amoureux, il me semble, à Clermont-Ferrand, sur Chanturgue. Donc voilà encore une région dont j'ai... Ah si, on en a quand même parlé grâce aux Gaulois. Gergovie, non seulement ça a été une bonne victoire pour les Gaulois, mais Gergovie fait un très bon vin. Donc la prochaine fois que vous allez en Auvergne, allez sur le plateau de Gergovie. Il y a de farouches Gaulois qui résistent à l'envahisseur, qui sont contre les grands holdings des vignobles là-bas, qui font de l'agriculture biologique et qui défendent leur terroir, et qui font du très bon vin. Donc on a un Vercingétorix là-haut, qui s'appelle Gilles Persillier. Voilà, pour ceux qui veulent son nom. Voilà, je pense que maintenant il est temps pour vous d'aller boire. Après ça, si vous n'avez pas envie de boire, je n'y peux plus rien.